tant qu'éco-anxieuse profonde, de savoir que ça peut changer quand même un petit peu les choses, mettre en place certains gestes qui sont pas très très compliqués, moi je trouve que ça fait du bien quand même. Être dans l'action, c'est un des meilleurs remèdes à l'éco-anxiété de toute manière. Bah, je fais un clap quand même. C'était nul. Attends. Ah, là, oui. Ça, c'est un beau clap. Vous le savez peut-être, je travaille au service vidéo du Monde. Personnellement, je m'intéresse au sujet écologique, mais je ne suis pas la seule dans l'équipe. Il y a notamment Anna, qui a repris la série Plan B, lancée il y a quelques années sur la chaîne. Et j'ai voulu discuter avec elle de ce format particulier, mais aussi de la place de l'engagement personnel quand on travaille en tant que journaliste dans un grand média. Bon visionnage! Et comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous souhaiteriez que j'interviewe. J'ai déjà noté plusieurs de vos suggestions. Est-ce que tu peux me dire comment t'en es arrivé à traiter des sujets plutôt orientés écologie sur la chaîne du Monde ? Moi, j'ai habité en Australie pendant 3 ans. Quand j'ai commencé mes études, j'ai fait un break, j'ai habité là-bas pendant 3 ans et j'étais journaliste là-bas pendant 3 ans. Et c'était aussi, à cette époque, un pays qui était en pleine expansion industrielle, avec des forages miniers partout, notamment là où j'étais en Australie occidentale. Et je travaillais pour un journal qui parlait de ça, des business, des grosses boîtes qui se développent, avec des grosses machines qui creusent des énormes trous dans la nature immaculée, magnifique. Mais personne se posait de questions là-bas. Enfin, aucune. La question écologique, elle était absente. Je me souviens qu'à l'époque, je tiquais un petit peu de temps en temps, mais pas plus que ça. Mais je pense que ça a été un peu un point de départ, quoi. Et après, quand je suis rentrée, j'ai repris mes études. J'ai fait des stages, notamment à RFI, dans une émission qui s'appelle C'est pas du vent. C'était une des rares émissions quotidiennes qui parlait de ça à l'époque. Ça m'a énormément plu. Et après, j'avais qu'une idée en tête, c'était de continuer à travailler sur ces questions-là. Malheureusement, C'est pas du vent est passé en hebdomadaire. Et moi, il a fallu que je trouve du travail. Donc, j'ai bossé en télé beaucoup. Et là, c'était pas du tout une priorité non plus. Mais j'avais quand même toujours cette envie-là. Et quand j'ai commencé au Monde, il y avait quand même une ouverture plus importante sur les questions environnementales. On a fait de plus en plus de sujets là-dessus, et parce qu'il y avait une envie et des convictions profondes, je pense, et aussi parce que malheureusement, le sujet est devenu de plus en plus urgent et critique. Du coup, tu penses que c'est plutôt lié au type de rédaction, aux personnes qui composent la rédaction, ou est-ce que c'est une évolution, disons, normale parce qu'on est de plus en plus impacté par le changement climatique, qui fait que ces sujets-là sont de plus en plus abordés ? Moi, je voudrais pas nous lancer des fleurs, mais je pense que quand même au service vidéo et au web, globalement, c'est une question de génération aussi, je pense. C'est vraiment vraiment des journalistes qui sont plus jeunes et qui, c'est un raccourci, hein, mais qui se sentaient quand même plus concernés, et il y avait quand même cette envie-là. Peut-être parce qu'il y a la présence aussi du service Planète au journal. Je trouve que c'est quand même un moteur important pour cette prise de conscience. Ils sont là depuis longtemps, ils sont très présents, ils sont reconnus, ils font vraiment du très bon travail. Je pense que c'est aussi un moteur, il faut pas leur enlever ça, loin de là, quoi. Mais disons qu'à la vidéo, il y avait cette liberté-là qui faisait aussi qu'on pouvait s'emparer de sujets qui n'étaient pas forcément dans l'actu chaude, et d'en faire un peu plus. Donc il y a peut-être eu un peu d'avance prise par rapport à ça. Mais après, là, ces dernières années, clairement, c'est l'actualité qui a été le moteur, je pense. De manière générale, est-ce que ces sujets sont vraiment plus difficiles à traiter en vidéo, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un atout, la vidéo ? Dans cette thématique qui est quand même très large, parce qu'effectivement, il y a tout l'aspect institutionnel, négociation climatique, etc., où là, c'est quand même compliqué, mais on a fait des choses quand même assez intéressantes qui permettaient de un peu simplifier aussi, en fait, c'est quoi une COP, à quoi ça sert. Mais bon, après, une fois qu'on a passé l'aspect pédagogique, d'expliquer à quoi sert une COP, c'est compliqué de rentrer dans le dur de qu'est-ce qui est négocié spécifiquement, etc. Visuellement, ça marche pas très bien. Après, la vidéo, elle est intéressante pour... surtout depuis qu'on a des motion designers qui nous font de très beaux graphes et dessins et découpes de paysages. Surtout depuis qu'ils sont là, ça nous permet quand même de raconter énormément de choses. Et c'est vrai que en radio où on écrit, parfois on a du mal à comprendre
Le jet stream, en fait, c'est quoi? Enfin, on a quand même un apport pédagogique supplémentaire par l'image qui peut être donc soit véhiculé par ces animations ou aussi, bien sûr, en allant filmer, en allant voir concrètement sur le terrain, montrer les choses et dire de quoi on parle. Donc ça, c'est clairement un atout puisque malheureusement, le changement climatique, on le voit de plus en plus aujourd'hui et maintenant, quoi. C'est exactement ce que tu fais dans Plan B, en fait. Voilà, exactement. Quand je me déplace, quand je mange, quand je me lave, quand je pars en vacances, quand je m'achète des choses, je consomme de l'énergie. Et la création de cette énergie émet des gaz à effet de serre. Au total, sur une année, j'envoie environ 10 tonnes de ces gaz dans l'atmosphère, comme tous les Français en moyenne. Donc il y a vraiment toute une partie pédagogique avec beaucoup de graphes et d'images dessinées. Par exemple, dessiner la coupe d'un sol pour bien voir les différentes couches et pourquoi, quand il y a des vers de terre, c'est mieux. des insectes, puis des milliards de bactéries décomposent cette matière en ammoniac, puis en nitrate. C'est cette forme minérale de l'azote, le nitrate, qui est absorbé par les plantes. Mais c'est aussi avoir du reportage à côté et des images de vrais sols et de vraies cultures qui sont cultivées dans ce type d'environnement. Après, c'est vrai que ça peut être des sujets un petit peu arides, sans mauvais jeu de mots, parce que on a ce côté, on explique des choses, on a un peu l'impression d'être en cours de sciences nat et où parfois on a besoin de quand même raviver un peu l'attention de la personne qui regarde. Et donc, et pour ça, Le Monde s'est beaucoup inspiré des youtubeurs, enfin le monde vidéo. On rajoute beaucoup d'incarnés dans les plans B pour, en se mettant en scène, on est sur place, on rencontre les gens. Et ça rajoute un côté plus léger et ça permet de garder le sujet un peu plus vivant et de glisser quelques blagues quand c'est possible. Bon, là, c'est vrai que c'est compliqué sur pas mal de sujets, mais en tout cas, oui, ça permet de garder l'attention, de spectateurs. Souvent, on nous reproche de faire des sujets un peu trop alarmants, d'angoisser les gens. Et j'ai l'impression pourtant que, en tout cas dans les vidéos que tu as fait et que j'ai vues, c'était pas le cas. Donc comment tu fais? J'aime bien quelque chose que la plupart des journalistes n'aiment pas. C'est ce qu'on appelle le journalisme de solution. Pour moi, c'est un papier, une vidéo qui va aussi montrer que des gens essayent de faire autrement et qu'à un certain degré, ça marche. Et je crois que c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans les sujets environnementaux, c'est qu'en fait, il y a des choses à faire, clairement. J'ai fait pas mal de sujets sur l'agriculture. Bien sûr, les solutions, les techniques alternatives dont je parle dans ces sujets-là ne s'appliquent pas à tous, évidemment, et il y a des contraintes, etc. On le sait. Mais juste de voir qu'en faisant un peu différemment, on a des résultats vraiment intéressants, moi, je trouve que c'est tellement une source d'espoir et c'est génial d'en parler. Et après, il y a d'autres obstacles dans la suite du cheminement, mais il y a quand même énormément d'espoir dans toutes les choses qui sont développées par soit les agriculteurs, soit dans la grande distribution avec le vrac, par exemple. Il y a vraiment des choses qui paraissaient minuscules à la base, anecdotiques, et qui au final ont quand même créé des mouvements assez d'envergure et qui ont touché le mainstream, on va dire le mainstream, quoi. Donc moi, c'est un peu là, un des derniers sujets que j'ai fait, c'est sur la sobriété. Et donc c'est compliqué ce sujet, la sobriété individuelle. Est-ce que ça va sauver le climat? Est-ce que ça va nous sauver plutôt? Et on avait tous débat à ce moment-là de il faut pas remettre tout sur le dos des individus, c'est culpabilisant et bien sûr, alors je suis complètement d'accord, ce n'est pas que aux individus, mais en tant qu'éco-anxieuse profonde, de savoir que ça peut changer quand même un petit peu les choses et que ça empêche quand même quelques tonnes de CO2 d'aller dans l'atmosphère, de mettre en place certains gestes qui sont pas très très compliqués. Moi, je trouve que ça fait du bien quand même. Après, ça ne défausse pas les vrais responsables de tout ça. Mais ma seule question, c'est est-ce que c'est pas dangereux de montrer qu'il y a toujours des solutions? Mais donc, si tu les décryptes et si tu montres leurs limites aussi, dans ce cas-là, effectivement, c'est... Oui, l'idée, c'est vraiment ça. Heureusement, on travaille souvent en duo avec un chef qui nous chapeaute dans nos vidéos. Et je travaille souvent avec la même personne qui me remet un peu devant mes trucs. Non, mais les limites de ça, c'est quoi? Et oui, c'est vrai, il faut en parler. Et c'est d'autant plus fort
dans une vidéo quand on montre les limites de cette solution. Et de toute façon, il n'y a pas une solution pour tout, mais il y a plein de petites choses qui peuvent changer les choses à un certain degré. Ce serait dommage de s'empêcher de les faire. Et je crois qu'être dans l'action, c'est un des meilleurs remèdes à l'éco-anxiété de toute manière. Donc. Oui. Comment tu gères ton éco-anxiété ? Eh bien, je fais des sujets sur l'environnement. Ah bah moi, ça me réussit pas trop. Oui. En fait, j'ai l'impression que sur YouTube, les sujets sont aussi plus engagés. Les gens, en tout cas, les youtubeurs, après, peut-être que les médias plus grands le font moins, mais les gens prennent plus la parole et éventuellement s'engagent plus. À ton avis, est-ce que c'est vraiment une spécificité de YouTube ou est-ce qu'on peut trouver ça ailleurs, à la télé, à la radio, etc. Non, je pense que c'est une spécificité. De toute façon, dans les médias, à part si on est éditorialiste, l'idée, c'est pas de dire ce qu'on pense. Après, on sait que personne ne part de nulle part et qu'on on a nos convictions intimes qui vont de toute manière diriger les choix de sujets qu'on va faire. Enfin, faut pas se voiler la face là-dessus. N'importe quel, le meilleur des journalistes est comme ça et c'est tant mieux. Après, non, sur YouTube, je trouve que le gros avantage, c'est vraiment ce temps pour décortiquer les choses vraiment de manière approfondie. Et on sent que les gens qui regardent YouTube ont envie de ça, vraiment, qu'on passe encore plus de temps, alors que nous, on a l'impression qu'on a fait un truc déjà super long, encore plus de temps pour vraiment aller au bout des choses. Donc, il y a vraiment un temps, une disponibilité de la part de ceux qui regardent YouTube pour ça. Et du coup, ça permet de faire des choses vraiment intéressantes. Et je pense que les gens en télé aussi seraient contents d'avoir des choses plus longues. Mais bon, il y a d'autres impératifs. La télé, aujourd'hui, elle est assez bridée. Est-ce qu'en dehors des vidéos, toi, tu as des engagements personnels justement sur ces sujets-là ? T'es pas obligée de répondre, c'est une question très personnelle. Non, mais c'est intéressant parce que moi, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup parce que quand on apprend à être journaliste, on nous apprend la neutralité absolue, surtout rester très neutre et moi, je cache pas que ça me donne vraiment très envie, tous ces mouvements de contestation, ces blocages d'autoroutes. À titre personnel, c'est critiquable sur plein d'aspects, mais c'est vrai que là, on est dans une telle urgence que ça donne envie d'agir encore plus et en dehors du cadre du travail, mais de faire partie d'une chaîne humaine ou ce genre de choses. Là, juste avant la présidentielle, j'étais un peu aussi prise entre deux feux, quoi. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être changé dans la formation des journalistes. Est-ce que être engagé, militant, c'est vraiment un défaut pour un journaliste ? Ou est-ce que, au contraire, j'ai l'impression que ces personnes-là, du coup, elles ont plus de connaissances et de maîtrise du sujet, voire même plus de liens avec des personnes qui pourraient parler de ce sujet-là. Et du coup, elles devraient pouvoir faire de meilleurs sujets. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est l'inverse qu'on nous dit. Oui, moi j'ai longtemps complexé de faire des sujets sur quelque chose qui me passionne et sur lequel je suis clairement engagée. Et puis j'ai lu Le génie lesbien d'Alice Coffin, où elle explique ça par rapport aux sujets qui ont trait à l'homosexualité et que là où elle travaillait, on l'a empêchée de faire ces sujets-là parce qu'elle était trop proche de ces sujets. Et elle expliquait qu'aux États-Unis, c'était tout l'inverse et que les gens justement qui étaient proches des sujets étaient privilégiés sur ces sujets-là parce qu'ils les connaissent mieux. Ils connaissent les communautés, ils ont une connaissance plus fine et c'est juste une question de confiance. En France, on n'a pas cette culture-là et même si moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, j'aurais quand même peur en m'engageant qu'on me lance la pierre parce que je me suis engagée et que je ne devrais pas m'engager, surtout qu'en plus l'environnement, c'est des sujets que je traite. Donc c'est compliqué, je trouve, encore. Je pensais justement exactement à ce passage du génie lesbien qui m'a beaucoup marqué, justement. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai que ça te paraît absurde, et pourtant, même moi qui n'ai pas fait une formation de journaliste classique non plus, bah j'ai aussi intégré ces choses-là, que pour avoir de l'objectivité, il faut être extérieur au sujet. Et en fait, en lisant Le génie lesbien, je me suis aperçue qu'en fait, c'était une certaine façon de voir les choses, mais qu'en fait, c'était aussi un manque de confiance et de reconnaissance de notre capacité à rester professionnel dans la façon dont on traite les sujets.
Est-ce que tu voudrais justement voir évoluer la façon de traiter ces sujets-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui te plaît tel que c'est? Je trouve qu'on a de la chance d'avoir du temps et des moyens pour faire des beaux sujets. C'est un vrai luxe aujourd'hui dans les médias d'avoir ça. Après, c'est vrai que quand on commence à se plonger dans un sujet, il y a 10 000 autres choses qu'on a envie de dire. Et c'est vrai que quand on a bossé 6 semaines sur un sujet, à la fin, dans les 10 minutes qui restent, on est un peu frustré, on a l'impression de ne pas avoir fait le tour. Je pense que ça serait chouette de faire quand même plus de séries, de décliner un sujet sur plusieurs volets. Ça le mériterait parfois. Parce que la partie pédagogique, elle est quand même importante, mais elle prend beaucoup de temps. Et on a du coup après moins de temps pour la partie reportage. Et c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup au monde du reportage. Et on pourrait s'améliorer sur la narration, etc. Mais quand on a un temps aussi restreint, on peut pas vraiment se donner autant de temps sur des respirations ou des choses un peu plus dans l'observation ou dans l'ambiance, quoi. Il faut un peu enchaîner sur l'interview, le contenu, nanana. Donc je trouve que ce serait chouette de faire plus de séries avec plusieurs volets. Donc un peu plus d'approfondir certains sujets, mais je pense que c'est pas exclu non plus. Enfin, je suis plutôt optimiste. Merci d'avoir partagé tout ça. Abonnez-vous à la chaîne du Monde, puisque vous pourrez retrouver et Anna et moi-même. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, puisque vous êtes là. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires qui vous aimeriez voir assis ou assise ici. Et voilà, et puis je vous dis à une prochaine semaine pour une autre interview. Et cette fois-ci, je l'ai faite comme il faut.